Devant le palais de justice, une femme vient de tout perdre, du moins, c'est ce que tout le monde croit. Sous un ciel gris, humiliée publiquement, abandonnée sans un mot, elle ramasse un billet jeté à ses pieds. Mais ce geste, que les caméras ont cru être une défaite, n'était que le début d'un plan que personne n'a vu venir. Car certaines victoires ne s'annoncent pas avec des cris. Elles se préparent dans le silence. Et quand elles arrivent, il est déjà trop tard pour les arrêter. Index revers pointant vers la droite blanc aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire d'une femme qu'on a voulu briser, et qui a tout repris sans jamais lever la voix. Devant le palais de justice de Paris, sous un ciel gris et immobile, Hayata Morel venait de tout perdre. Le verdict était tombé, froid et définitif, aucun bien, aucun droit, aucun soutien. Son mariage s'achevait ainsi, dans un silence lourd, tandis que son ex-mari quittait les lieux entourés de sa famille et de sa nouvelle compagne, convaincu d'avoir remporté une victoire totale. Avant de partir, il laissa tomber un billet de 20 € à ses pieds, un geste humiliant destiné autant aux passants qu'aux caméras. Hayata ne réagit pas. Elle ne pleura pas, ne protesta pas, ne chercha pas à se justifier. Elle ramassa simplement le billet avec calme, comme si ce moment n'était qu'un passage, non une fin. Personne ne comprit alors que ce silence cachait une force en train de naître. Quelques instants plus tard, elle sortit de son portefeuille une somme bien plus importante et traversa la rue pour la tendre à un homme vivant dans la rue, accompagné de son vieux chien. Ce geste, simple et discret, transforma l'humiliation en décision. Elle ne cherchait ni revanche ni reconnaissance, seulement à reprendre le contrôle de son histoire. Ce jour-là, la véritable décision ne fut pas rendue par un juge, mais prise par une femme qui refusait d'être définie par ce qu'elle avait perdu. Hayata s'éloigna sans se retourner, laissant derrière elle un passé qui ne la définissait plus. Ce qui venait de se produire n'était pas une défaite, mais un choix conscient, celui de préserver sa dignité. Longtemps, elle avait été observée, jugée, réduite au silence dans un univers qui ne lui laissait aucune place. Sa rencontre avec Étienne avait commencé simplement, dans le calme d'une bibliothèque, mais leur relation s'était peu à peu transformée en un lien déséquilibré, dominé par des attentes, des non-dits et le poids d'une famille qui ne l'avait jamais accepté. Le mariage, signé sans bruit, n'avait été qu'un cadre vide, entretenu par habitude plus que par amour. Lorsque la séparation fut prononcée, Hayata accueillit cette fin sans colère, elle savait depuis longtemps que l'essentiel était ailleurs. En quittant le palais de justice, elle ne cherchait ni refuge ni pitié, mais avançait avec la certitude tranquille de quelqu'un qui reprend le contrôle de sa propre histoire. Dans le mouvement régulier de la ville, elle sentit une stabilité nouvelle s'installer en elle, ce qu'elle laissait derrière n'avait plus de pouvoir, et ce qu'elle construisait désormais lui appartenait entièrement. Dans une salle de réunion éclairée par des écrans encore allumés et des dossiers soigneusement alignés, Samira Bankroun se leva calmement. Femme d'une quarantaine d'années, elle imposait le respect sans jamais hausser la voix. Son regard précis se posa sur Hayata, comme pour confirmer que tout suivait la trajectoire prévue. D'un ton neutre, presque administratif, elle demanda si le jugement avait été rendu conformément aux attentes. Hayata acquiesça d'un simple signe de tête. L'accord de divorce venait d'être officiellement signé et enregistré, libérant juridiquement Hayata de toute attache avec la famille Morel. Cette décision, apparemment banale, ouvrait en réalité un espace légal nouveau. Désormais, aucune action financière ne pouvait plus être contestée au nom du patrimoine commun. Les dossiers s'ouvrirent alors devant elle, révélant une réalité froide, le groupe Morel était bien plus fragile qu'il n'y paraissait. Les dettes s'entrecroisaient, les filiales se garantissaient mutuellement des emprunts devenus impossibles à honorer, et les banques commençaient à se montrer prudentes. Les parts familiales, diluées au fil des années, n'assuraient plus de majorité claire. Hayata écoutait sans surprise. Depuis 10 mois, elle avait méthodiquement acquis des actions par l'intermédiaire d'un fonds discret, patientant jusqu'au moment où la famille Morel, convaincue de sa supériorité, baisserait sa garde. Samira rappela alors que le procès n'était pas une défaite, mais la dernière condition nécessaire à l'étape suivante. Le silence qui suivit n'était pas un doute, mais une confirmation. Pendant ce temps, à la Villa Morel, la famille célébrait ce qu'elle croyait être une victoire définitive. Les verres s'entrechoquaient, les sourires s'affichaient, et l'atmosphère respirait le soulagement. Claire Morel portait un toast, affirmant que cette page était enfin tournée.
Étienne, détendu pour la première fois depuis des mois, signait des documents avec assurance, convaincu que son avenir s'ouvrait enfin. Léa, à ses côtés, parlait déjà de projets, d'appartements, de voyages et de confort retrouvé. Sur un écran de télévision, les informations résumaient le divorce comme une simple formalité, une histoire déjà classée. Personne ne prononçait le nom d'Ayata, comme si l'ignorer suffisait à l'effacer. Mais tandis que la famille célébrait, des réunions se mettaient en place dans l'ombre. Des convocations étaient envoyées, des décisions prises, et un conseil d'administration extraordinaire se formait sans bruit. Les banques réévaluaient leurs engagements, les équilibres changeaient, et le contrôle du groupe glissait lentement ailleurs. La villa baignait toujours dans la lumière, inconsciente que la victoire célébrée n'existait déjà plus. Au matin, le siège du groupe Morel se réveilla sous une lumière pâle. Dans la salle du conseil, les dossiers s'empilaient, les visages étaient tendus. Henri Delacroix, président du groupe, comprenait enfin qu'il avait perdu le contrôle depuis longtemps. Étienne entra avec assurance, persuadé qu'il ne s'agissait que d'une formalité. Il ignorait encore que cette réunion allait marquer la fin de ses certitudes. La mécanique était en marche, silencieuse, implacable. Et cette fois, rien ne pourrait l'arrêter. Léa, invitée davantage par convenance que par réelle nécessité, s'installa discrètement en retrait. Elle observait les échanges sans en comprendre les codes, consciente de ne pas appartenir réellement à ce monde. L'avocat du groupe se leva et demanda le silence. Il annonça que la séance avait été convoquée de manière exceptionnelle, conformément au statut, et que l'ordre du jour se limiterait à un seul point. Son ton, neutre et maîtrisé, renforça la tension déjà palpable dans la salle. Il expliqua alors que les dernières opérations de consolidation d'actions avaient atteint un seuil décisif ce matin-là. Les mots furent prononcés avec précision, sans emphase, mais leur portée était immense. Un actionnaire détenait désormais la majorité nécessaire pour exercer un contrôle effectif sur le groupe. Un murmure parcourut la table. Étienne fronça légèrement les sourcils, surpris mais encore persuadé qu'il s'agissait d'une manœuvre temporaire. Claire croisa les bras, prête à défendre l'autorité familiale coûte que coûte. Léa, elle, observait les visages, cherchant à comprendre ce qui se jouait réellement. La porte s'ouvrit alors. Le bruit, discret, suffit à suspendre les conversations. Atta entra dans la salle sans précipitation. Elle portait un manteau sobre, parfaitement ajusté, et son visage exprimait un calme total, sans triomphe ni ressentiment. Pourtant, sa simple présence modifia l'atmosphère, comme si l'air s'était soudain épaissi. Étienne se leva brusquement, incapable de masquer sa surprise. Claire pâlit, son assurance vacillant pour la première fois depuis longtemps. Léa resta figée, cherchant une explication qui ne venait pas. L'avocat reprit la parole et présenta Atta avec une solennité mesurée. Elle représentait le fonds d'investissement désormais détenteur de 62% du capital du groupe. Les chiffres apparurent à l'écran, clairs et incontestables. Atta Morel était officiellement l'actionnaire majoritaire. Henri Delacroix leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent, chargés de mois de discussions silencieuses. Bien avant cette réunion, Atta l'avait rencontré discrètement dans un bureau isolé. Elle lui avait parlé sans détour, non pour acheter son soutien, mais pour lui offrir une alternative, préserver l'héritage du groupe plutôt que le voir se dégrader. Elle avait évoqué les dérives, les décisions irréfléchies, l'érosion morale et financière. En échange de son appui lors du vote décisif, elle promettait une gouvernance saine, digne de l'histoire du groupe. Henri avait longuement hésité, conscient des conflits à venir, mais aussi de la chute inévitable s'il ne faisait rien. Ce jour-là, il avait choisi de la soutenir par responsabilité, non par intérêt. Dans la salle du conseil, le silence s'étira. Atta prit enfin la parole. Elle n'offrit aucune justification, seulement une phrase claire, sans agressivité, elle était venue protéger ce qui méritait de l'être. Rien de plus, rien de moins. Ces mots résonnèrent comme une décision irrévocable. Étienne comprit qu'il venait de perdre bien plus qu'un poste. Claire sentit l'édifice qu'elle avait défendu toute sa vie se fissurer sous ses pieds. Léa, témoin périphérique de cette scène, réalisa qu'elle n'avait toujours été qu'une spectatrice. La réunion se poursuivit, technique et implacable. Les décisions furent validées, les pouvoirs redistribués.
Le renversement était consommé. Atta resta calme, consciente que la véritable épreuve commencerait après cette victoire formelle. Le pouvoir, elle le savait, ne se proclamait pas, il se construisait dans la durée. Dans les jours qui suivirent, les conséquences furent immédiates. Étienne fut écarté de toute fonction exécutive par une notification juridique irréprochable. Claire tenta d'intervenir comme elle l'avait toujours fait, mais les réseaux qui la soutenaient se refermèrent peu à peu. Son prestige social s'effondra silencieusement. Léa, observant les changements, comprit la nouvelle donne et se retira sans éclat, invoquant des raisons personnelles. Pendant ce temps, la narration médiatique évoluait. Les journaux parlèrent d'une investisseuse discrète devenue actionnaire majoritaire. Les demandes d'interview affluèrent, mais Atta refusa tout. Son silence n'était plus une protection, mais un choix assumé. Lors de sa première prise de parole devant le Conseil renouvelé, elle formula une seule exigence, une restructuration transparente, équitable et responsable. Sans chercher la reconnaissance, elle se concentra sur les processus et la cohérence. Peu à peu, les équipes comprirent que ce changement n'était pas une revanche, mais une reconstruction. Une semaine plus tard, Atta retourna près du palais de justice. Elle retrouva Lucien, désormais hébergé dans une structure temporaire, accompagné de son chien Marcel. Elle remit une enveloppe destinée à l'association qui les avait aidés, puis caressa une dernière fois le chien. Ce geste n'était plus un acte de rupture, mais de continuité. En observant un autobus passer, elle repensa au moment où ce moyen de transport avait été utilisé pour la réduire. Aujourd'hui, il n'était plus un symbole de chute, mais simplement un choix parmi d'autres. Atta reprit sa marche dans Paris, consciente que la liberté ne résidait pas dans la victoire affichée, mais dans la capacité à avancer sans se justifier. Ainsi s'achevait une histoire que beaucoup avaient cru simple. Ce récit, bien que fictionnel, s'inspire de réalités bien connues, celles de femmes et d'hommes sous-estimés, qui un jour reprennent le contrôle de leur destin. Car le silence n'est pas toujours une faiblesse. Il peut être une préparation. Le premier conseil stratégique se tint à huis clos, un matin sans journaliste ni caméra. Aïata arriva avant tout le monde, comme à son habitude. Elle ne voulait pas impressionner, seulement observer. Les chaises encore vides, les écrans éteints, le silence parfait, c'était dans cet espace neutre qu'elle se sentait le plus libre. Pour la première fois de sa vie, personne ne décidait à sa place. Lorsque les directeurs entrèrent un à un, elle ne se leva pas. Elle les salua d'un signe de tête, simple, égalitaire. Le message était clair, il n'y avait plus de cours à séduire, seulement un travail à faire. Samira Bankroun présenta le plan de restructuration en 3 phases. Les chiffres défilèrent, froids et précis. Fermeture de filiales inutiles, audit interne, renégociation des dettes. Rien de spectaculaire, mais tout était essentiel. Aïata écoutait sans interrompre. Puis elle parla. Nous n'allons pas réparer un empire. Nous allons en bâtir un nouveau à partir de ce qui mérite d'exister. Personne ne répondit. Ce n'était pas une phrase pour être applaudie. C'était une ligne directrice. Dans les couloirs du siège, les rumeurs se multipliaient. Certains cadres, installés depuis des années dans une confortable inertie, se sentaient menacés. D'autres, plus jeunes, observaient avec prudence cette femme qui ne criait jamais, ne promettait rien, mais changeait tout. Les licenciements tombèrent, propres, clairs, irréprochables. Aïata avait exigé une seule chose, que chaque départ soit accompagné dignement. Pas de sortie humiliante, pas de porte claquée. Elle savait ce que valait la dignité, et combien elle coûtait quand on la perdait. Les marchés réagirent lentement, puis positivement. Les analystes parlaient d'un « renouveau inattendu ». Les banques, d'abord méfiantes, revinrent à la table. Le groupe Morel cessait d'être une dynastie et devenait une entreprise. C'était exactement ce qu'elle voulait. Il la regardait parfois à la télévision, dans des reportages où elle apparaissait de dos, ou en silhouette, refusant toujours les interviews. Il ne la reconnaissait plus et c'était peut-être ça le plus difficile. Étienne avait tenté un message. Un seul. Je ne comprends pas ce que tu fais. Mais je sais que tu n'as jamais été cruel. Parlons. Aïata lut le message, puis l'effaça. Non par haine, mais par cohérence.
Le temps des explications était passé. Pour la première fois, elle comprenait une vérité simple, certaines personnes ne te manquent pas, elles te retiennent. Elle, en revanche, n'acceptait rien. Elle parlait de trahison, de manipulation, d'injustice. Mais plus personne n'écoutait. Ses invitations restaient sans réponse. Les salons qu'elle fréquentait se vidaient autour d'elle comme une pièce dont l'air s'échappe lentement. Un soir, seule dans la villa devenue trop grande, elle ouvrit un tiroir oublié. Elle y trouva des photos anciennes, Hayata jeune, discrète, souriante. À l'époque, elle l'avait jugée faible. Ce soir-là, pour la première fois, Claire comprit qu'elle s'était trompée de définition. Le pouvoir n'était pas un sommet. C'était un champ de mines. Un audit révéla des pratiques illégales datant d'avant le divorce. Si elle sortait, le groupe serait éclaboussé et Hayata avec. Samira lui proposa d'étouffer l'affaire. Les documents pouvaient disparaître. Personne ne saurait. Hayata refusa. On ne nettoie pas un système en cachant sa saleté. Le scandale éclata une semaine plus tard. Les médias se déchaînèrent. Les actionnaires paniquèrent. Les anciens Morel tentèrent de l'accuser publiquement. Mais Hayata fit ce que personne n'avait jamais osé, elle reconnut les fautes, livra les responsables, coopéra avec la justice. Le groupe perdit de l'argent, mais gagna quelque chose de bien plus rare, la crédibilité. Ce jour-là, elle comprit que le pouvoir véritable ne consistait pas à gagner, mais à tenir quand tout vacille. Un dimanche matin, Hayata quitta Paris. Elle prit un train sans destination précise. Elle s'arrêta dans une petite ville au bord de la mer, loin des bureaux, loin des chiffres. Elle marcha longtemps, seule. Sur la plage, elle retira ses chaussures et sentit le sable froid. Elle pensa à la bibliothèque, à la jeune femme qu'elle était, silencieuse et invisible. Elle ne la méprisait plus. Elle lui devait tout. Car c'est cette femme-là qui avait appris à observer, à attendre, à comprendre les failles du monde. Le silence n'avait jamais été une faiblesse. C'était une école. 6 mois plus tard, Hayata créa un fonds de soutien destiné aux femmes sorties de situations de domination économique. Pas de publicité. Pas de discours. Juste des structures solides, pensées pour durer. Elle ne voulait pas devenir un symbole. Elle voulait devenir une passerelle. Un soir, à la sortie du siège, un jeune employé l'arrêta timidement. « Madame Morel, merci. » Elle le regarda, surprise. « Pourquoi ? » ?»« Pour avoir prouvé qu'on peut gagner sans écraser. » Hayata sourit légèrement. Un sourire bref, presque invisible. Puis elle partit, comme toujours, sans bruit. Car certaines victoires ne font pas de bruit. Elles changent simplement la direction du monde. L'année suivante fut celle où Hayata comprit que le vrai pouvoir ne se défend pas contre les attaques, mais contre l'usure. Les chiffres étaient bons. Le groupe respirait à nouveau. Les employés parlaient d'une stabilité qu'ils n'avaient jamais connue. Pourtant, quelque chose changeait. Les réunions s'allongeaient. Les visages devenaient plus fermés. Les silences, plus lourds. Un matin, Samira entra dans le bureau d'Hayata sans frapper. Elle ne le faisait jamais. « Ils se regroupent, dit-elle simplement. Hayata leva les yeux de son dossier. « Qui ? » ?»« Ceux que tu n'as pas renvoyés. Ceux qui ont attendu. » Elle n'eut pas besoin d'explications supplémentaires. Elle savait. Les anciens cadres, ceux qui avaient survécu aux premières vagues, construisaient une résistance invisible. Pas une rébellion. Une lente obstruction. Retard, doute, procédures interminables. Rien de répréhensible, tout était légal. Mais le mouvement s'essoufflait. Hayata comprit alors que le plus difficile n'était pas de prendre le pouvoir, mais de changer les esprits. Lors du sommet européen des entreprises durables, Hayata fut invitée à prononcer un discours. Elle refusa, comme toujours. Mais Samira insista. « Ils ont besoin de t'entendre. Sinon, ils te remplaceront par une image. » Hayata accepta. La salle était pleine. Ministres, dirigeants, journalistes. On l'attendait comme une héroïne, une revanche incarnée. Elle monta sur scène sans notes.
On m'a souvent demandé comment j'ai gagné, dit-elle. Mais personne ne m'a demandé combien de fois j'ai été ignorée avant cela. Le silence fut total. Si vous voulez un monde plus juste, cessez d'attendre des figures. Construisez des structures. Les personnes passent. Les règles restent. Le discours fut relayé partout. On parla d'elle comme d'une révolution tranquille. Le respect, enfin, lui était offert. Et ce fut à ce moment-là qu'elle sut qu'elle était en danger. Il réapparut dans les journaux un matin de novembre. Étienne Morel lançait une start-up éthique, financée par d'anciens alliés du groupe. Le message était clair, il voulait renaître. Et il voulait exister face à elle. Samira posa le dossier sur la table. Il cherche à te provoquer. Ayata referma le dossier sans le lire. Non. Il cherche à se convaincre qu'il existe encore. Pourtant, cette fois, elle ne put ignorer l'étrange sensation, une part de son passé revenait frapper à la porte, non avec colère, mais avec nostalgie mal déguisée. Elle ne vint pas de l'extérieur. Un audit interne révéla des fuites d'informations stratégiques. Des documents circulaient. Des décisions étaient anticipées par la concurrence. Quelqu'un, très proche, parlait. Ayata réunit le cercle restreint. Les regards étaient calmes. Trop calmes. Elle comprit alors que la loyauté n'était jamais acquise. Elle devait être méritée, nourrie, protégée. Cette nuit-là, seule dans son bureau, elle resta longtemps face à la vitre. Paris brillait. Tout était à elle, et pourtant, elle n'avait jamais été aussi seule. Elle murmura. Le silence n'est plus une protection. Il est devenu une distance. Samira entra à l'aube. J'ai identifié la source. Ayata ne répondit pas. C'est moi, dit Samira. Le monde s'arrêta. Samira expliqua. Elle avait transmis certaines informations, non pour nuire, mais pour empêcher une prise de contrôle hostile qu'elle jugeait inévitable. Elle pensait protéger Ayata. Elle avait décidé seule. J'ai choisi à ta place, dit-elle. Et je sais que c'est impardonnable. Le silence fut long. Ayata se leva, lentement. Elle regarda cette femme qui l'avait accompagnée depuis le premier jour, qui l'avait aidée à tout bâtir. Tu as brisé une règle, dit-elle calmement. Mais tu as révélé un problème plus grand, si une seule personne peut tout déséquilibrer, alors le système est encore fragile. Samira baissa les yeux. Tu me renvoies ? Ayata secoua la tête. Non. Tu vas rester. Mais tu ne décideras plus jamais seule. Ce jour-là, Ayata choisit quelque chose de plus difficile que la justice, la transformation. Les mois suivants furent durs. Réorganisation, résistance, départ. Ayata perdit des alliés, mais gagna une équipe. Pas fidèle. Responsable. Et un matin, elle comprit que le groupe n'avait plus besoin d'elle comme bouclier. Il fonctionnait. Ayata retourna à la bibliothèque où tout avait commencé. Elle s'assit à la même table. Une jeune femme lisait en face d'elle, invisible aux yeux du monde, comme elle l'avait été. Ayata sourit. Elle n'était plus là pour se battre. Elle était là pour laisser un passage. Et vous, qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire ? Dites-le en commentaire et partagez votre point de vue.